Bien, vous êtes installés. Pour pas trop perdre de temps, juste quelques mots rapidement. Là, je vais vous dire tout le plaisir que j'ai à vous accueillir, à vous voir nombreux, ce que je viens de dire dans le prolongement de ce que je viens de dire. Alors, moi, je suis pas du tout pessimiste, Nat. Pas du tout. Je suis plutôt optimiste de vous voir nombreux, et puis de savoir aussi que c'est souvent dans l'adversité que le genre humain trouve des solutions, trouve des ressources, et des ressources il en a. On est vraiment dans l'adversité maintenant. Là. Si on en croit le GIEC et toutes les instances qui nous alertent, qui lancent des alertes sur l'état du climat, l'état de la planète, on est maintenant au bout du bout. On a 3 ans, je crois, c'est le dernier rapport du GIEC. Il ne faut pas dire ça. Bon, voilà, il y a plein de choses qu'il ne faut pas dire. Je vais dire des bêtises sans doute. Je ne suis pas un spécialiste, mais moi, ce que je veux dire simplement, c'est que ça me tient à cœur pour plusieurs raisons, cette démarche-là. D'abord parce que il faut bien comprendre qu'on est, à mon avis, peut-être s'en rendre compte tous, au cœur d'une révolution de nos modes de faire, de nos modes de travail, de modes de travailler ensemble, de rendre service, au moins aussi importante que l'apparition de l'informatique dans l'ensemble de nos métiers. Je crois que les questions environnementales, désormais, elles imprègnent, elles irriguent l'ensemble de nos démarches, de nos politiques publiques, au-delà des étiquettes politiques, d'ailleurs très largement, qu'on est tous imprégnés de ça et qu'on est tous tournés vers ça. La preuve, c'est que peut-être, alors que vous ne le savez pas, depuis 10 années, on a travaillé tous ensemble à la réforme, à la requalification de nos espaces communs, ceux dont on a la responsabilité, le patrimoine cécinois, pour travailler sur les factures énergétiques et pour retrouver des niveaux de dépenses énergétiques qui sont équivalents à ce qu'on avait à peu près dans les années 2010. C'est important qu'on partage tous, c'est important qu'on partage tous ces informations-là, c'est important qu'on partage tous et qu'on ait tous aujourd'hui, c'est le but de la journée, les mêmes niveaux d'information par rapport à tout ça, par rapport à l'état de la crise, par rapport aux gestes que l'on peut faire tous ensemble, même les petits gestes. Si c'est pas une voiture électrique, ça peut être un steak à la cantine en moins, Fabien par exemple. Ça peut être, oui, je vois Thierry aussi qui hoche la tête. Mais c'est important, ça s'appelle la part du colibri, la portion d'exercice, d'effort qu'on peut faire les uns les autres. Et ce qui est important pour vous, agents du service public, je crois que c'est que vous êtes les fers de lance, véritablement, de cette démarche-là, qui doit concerner tout le monde, véritablement, encore une fois, au-delà des étiquettes politiques, au-delà des engagements philosophiques des uns et des autres. On est concerné par ça. Pour nous, tout de suite, maintenant, on ne parle même plus de nos enfants. Ils sont véritablement dans une situation, il faut leur rendre une planète qui soit plus vivable. Mais dès aujourd'hui, dès à présent, comment on se retrouve, on redonne du sens à nos métiers. Donc ça concerne évidemment tout un tas de secteurs, tout l'ensemble de vos métiers, excusez-moi, et aujourd'hui c'est l'occasion au sein de ces ateliers avec 3 intervenants là que je veux remercier, Maud Obels de l'Agence locale de l'énergie et du climat, Gerhard Kreiner de l'université grenobloise, l'OS, le CNRS, pardon. Voilà. C'est pas ça du tout. C'est un peu ça. Bon, il se présentera bien, Gerhard. En tout cas, il est chercheur, il connaît parfaitement les mécanismes climatiques et ce qui nous arrive en ce moment. Et puis Frédéric Gourc, qui est Gentiana, qui s'est un peu présenté tout à l'heure et qui nous accompagne, l'association, dans toutes les démarches qu'on a entreprises sur le territoire pour rendre le territoire d'abord plus vivable et puis plus en phase et plus acceptable avec les grandes problématiques environnementales que nous rencontrons. Voilà, moi je crois qu'on a une super opportunité, c'est d'aller trouver des moyens de vivre mieux, d'avoir une ville qui soit plus acceptable, plus agréable à vivre, plus rafraîchie en hiver, en été, plus verte, plus accueillante, avec des espaces publics aussi qui soient plus conviviaux, qui permettent de rester un moment, de discuter avec les gens à la sortie de l'école, de lâcher la main des enfants sans avoir peur des voitures qui passent. C'est toute l'organisation de notre espace et de nos vies quotidiennes qu'on est en train de penser, de réfléchir ici. Et donc, c'est tout l'essentiel, l'ADN de vos métiers. C'est pour ça que je veux remercier aussi Josiane de Régie, qui est adjointe aux ressources humaines, de venir aujourd'hui participer avec vous aux ateliers, parce que je sais qu'elle est très très attentive à votre progression aussi professionnelle, et c'est à ça que ça va servir ici.
Il faut avoir conscience qu'on est en train véritablement de vivre une sorte de révolution ensemble, y compris sur vos métiers. Donc merci beaucoup. Et puis il faut prendre du plaisir en toutes choses. Et les services techniques ont agréablement aménagé cet espace. Donc ça rajoute aussi un petit peu au plaisir de vous voir ici. Voilà, je ne veux pas terminer sans remercier les efforts qui sont conduits par Maude, évidemment. Alors, Maude, je ne sais pas s'il faut s'appeler Maude en début de matinée pour s'occuper du climat, mais en tout cas, j'espère qu'il va falloir s'appeler Suzanne, Jean-Roger, même Fabien et Thierry. À midi, vous serez convaincus, sincèrement, par tout ça. Peut-être que Thierry même goûtera au quinoa, je ne sais pas, de Maude, justement, et de Gwenaël et d'Edson, que je veux saluer pour l'ensemble de cette démarche-là et de cette journée. On continue ce soir avec les habitants et avec Julie, à qui je laisse la parole maintenant. Merci beaucoup à vous toutes et tous. Merci beaucoup. Donc, je voulais vous remercier déjà pour votre présence. C'est très important puisque, en fait, le nouveau, on va dire, plan climat va être, on va dire, notre fil conducteur dans le cadre de nos politiques communales. Donc, que ce soit pour les différents services, ça va être un peu un fil à l'image de la pelote de laine de tout à l'heure. Ça va être un axe qu'il va falloir vous imprégner en fait pour chacun de vos actions, de vos projets. Et donc c'est pour ça qu'on a souhaité pouvoir travailler ensemble sur ce point-là. Donc juste pour vous faire une petite explication sur la matinée, ce sera le même déroulé pour ce soir concernant les habitants et les instances participatives. Il y aura d'abord donc les 3 interventions, on va dire au niveau national et international. Donc par Gérard Kriner, de Maud Obels de l'ALEC, donc qui est aussi un partenaire en matière d'énergie avec qui on travaille notamment pour nous essayer de contrôler, de maîtriser nos dépenses énergétiques. Donc ça, ce sera plutôt au niveau métropolitain. Et donc Frédéric Gourgue de l'association Gentiana, plutôt pour un aspect plutôt local et de terrain. Et donc il nous a semblé intéressant que vous puissiez avoir ces éclairages et une remise dans le contexte, on va dire, du climat et du problème énergétique, voire de l'urgence climatique. Et ensuite, il y aura du coup les ateliers avec différents thèmes. Je voudrais remercier les animateurs qui se sont proposés pour ces tables. Jean-Roger, Anne-Claire, Maude, qui aussi en aura une. Il y a Audrey, si je me trompe pas, il y a Nathalie, et j'ai dû en oublier peut-être une autre. Non, c'est bon. Voilà, donc je voudrais les remercier parce que ça va être un travail intéressant, mais aussi prenant. Donc en tout cas, merci beaucoup. Et voilà, donc en tout cas, j'espère que vous apprendrez des choses. J'espère aussi que vous pourrez vous en servir dans les projets qu'on aura à mener dans le cadre de la ville. Et puis vous dire que le service environnement, s'il y a des questions, voilà, on restera de toute façon bien sûr là, que ce soit pour en ce qui concerne Maude, voilà, qui a mené de main de maître cette organisation. Je voudrais la remercier parce que c'était vraiment très prenant. Je voudrais aussi remercier quand même Gwenaël, qui est notre alternante et spécialisée en tout cas, qui a été vraiment dédiée, on va dire, à l'organisation du plan climat. Vous l'avez vu au niveau des services. Elle est passée pour vous expliquer à quoi ça servait. Elle continuera, elle sera là jusqu'au mois de juillet. Et c'est avec elle que, à la suite des ateliers d'aujourd'hui, de ce matin et de ce soir, on pourra élaborer le plan d'action par rapport au plan climat. Et puis Edson aussi, qui est un autre alternant et qui a participé, qui notamment a mis en sachet les petites graines. Vous avez des petites graines qui sont des petites graines locales. C'est important, vous pourrez mettre sur votre terrasse, dans votre jardin. Merci à Gentiana qui nous a aidés pour justement ces graines. Je voudrais aussi remercier, tant que j'y suis, la bibliothèque qui a mis à disposition un fonds documentaire sur la table de gauche, et puis aussi la Maison de la Nature et de l'Environnement en Isère qui a mis aussi d'autres livres à disposition au fond. Donc quand il y aura une pause, si vous avez envie, n'hésitez pas. Juste aussi, il y a des panneaux d'information sur l'air
Vous savez quand même que, enfin, je veux dire, le plan climat concerne aussi l'air, il ne concerne pas que l'air, mais il concerne aussi l'air. On est fortement concerné sur la métropole de Grenoble et c'est important aussi, voilà, on a souhaité que vous puissiez avoir ces informations. Donc merci à Atmo et à l'Agence de l'air de nous avoir prêté ces panneaux et on espère que ça puisse aussi servir pour peut-être les écoles si elles le souhaitent. Et voilà, je voudrais juste vous remercier, vous souhaiter une bonne séance et puis donc dire que ce soir on aura la même chose avec les habitants parce que c'est important que ce soit participatif. C'est aussi une volonté de notre part que tout le monde puisse participer et puisse s'impliquer, que ce soit les agents. Il faut savoir, je voulais juste vous dire aussi que en fait le plan climat c'est pas nouveau pour vous. En fait vous le faites déjà au quotidien, vous êtes déjà engagé depuis plusieurs années à travers vos différentes actions par rapport à ça. On a l'agenda 21 depuis les années 2010. On a depuis 2019 le plan alimentaire territorial avec la commune voisine de Cessiné. On gère l'ENS de Comboire avec Clé. On a mis, que ce soit avec l'urbanisme, avec les services techniques, avec les espaces verts, avec aussi les finances sur les marchés publics, etc. Différentes actions qui permettent déjà, on va dire, d'être, pas pionniers, mais en tout cas en avance sur beaucoup d'actions. Et quand on a effectivement travaillé sur ce nouveau plan climat, on s'est aperçu que vous faisiez déjà beaucoup de choses. Donc je pense que c'est aussi intéressant et important de vous féliciter et de voir que vous aviez déjà pris de l'avance par rapport à ce qui était demandé. Et là, on va élargir, en fait, parce que le plan climat va concerner l'air, l'énergie et le climat de manière générale, y compris la biodiversité, notre alimentation, nos bâtiments et notre vie quotidienne. Donc voilà, donc merci à vous pour ce que vous avez fait et puis pour ce que vous ferez en pouvant intégrer les éléments d'aujourd'hui. Bonne journée. Voilà. Et on va laisser, je crois, la parole à Gérard, trois intervenants. Tu es là, Emma? Il faut se mettre sur les croix, je crois. Ici. Ok. Sur scène. Bonjour. Donc merci. Je remercie le maire et les services de Cessin de m'avoir invité là, pour vous présenter des choses sur le climat. Donc, je vais me présenter d'abord. Donc, vous voyez mon nom, Gerhard Kühner. Je suis chercheur au CNRS, directeur de recherche, dans un laboratoire ici sur le campus à Saint-Martin-d'Air. Je travaille moi-même sur le climat polaire. Et je suis membre du GIEC. Et je vais dire quelques mots là-dessus. Est-ce que vous m'entendez déjà correctement? Oui. Est-ce que vous voyez correctement les transparents? Ok, donc on est parti. Je vais commencer avec quelques messages clés que je vais ensuite détailler lors de ma présentation. Donc, premier message clé, changement climatique est en cours. Deuxièmement, il y a 50 ans, on savait déjà. C'est pas une surprise. On savait que ça allait se produire. Troisièmement, le réchauffement se poursuivra tant que nous continuons à émettre des gaz à effet de serre. Et quatrièmement, il y a des choses qui ont été faites, mais ça ne suffit pas à tenir les objectifs que nous nous sommes fixés collectivement. Alors, avant de rentrer dans ces détails avant de détailler les messages que j'ai donnés là, j'aimerais dire quelques mots sur pourquoi on le sait et pourquoi on en est certain. Donc là, vous voyez des courbes de CO2, donc gaz carbonique, méthane, N2O, un autre gaz à effet de serre important. Et vous voyez l'axe de temps, donc ici 800 000 ans, ici le présent quasiment. Ici, vous voyez les 2000 dernières années. Ici, un zoom sur la période de 1900 à 2020. Donc l'axe de temps, il s'étale un peu plus. Et vous voyez que le CO2, il a augmenté extrêmement fortement depuis 1900 à peu près, surtout depuis cette période de 1970 à peu près. L'industrialisation a vraiment commencé à être extrêmement forte.
Évidemment, pareil pour le méthane, pour le N2O. Donc, c'était prévu depuis longtemps, on savait depuis longtemps que les concentrations allaient augmenter, c'est dû... Ça marche. C'est dû aux émissions, essentiellement à la combustion à l'utilisation des combustibles fossiles, fioul, charbon, gaz naturel, etc. Aussi un peu à la déforestation. Bien, donc ça c'est clair. L'effet de serre, c'est connu. Aujourd'hui, on l'apprend à l'école, au collège. Je ne vais pas rentrer dans le détail. S'il y a des gens qui ont des questions, volontaires pour y répondre, avec plaisir, évidemment. Ouais. Donc, dans un climat stable, l'effet de serre, c'est très simple, en deux mots. Il y a de l'énergie du soleil qui rentre et la Terre réémet cette énergie. Et si le climat est stable, plus ou moins, c'est à peu près la même chose. Aujourd'hui, il y a un déséquilibre. Il y a l'énergie solaire qui est toujours la même, qui entre. L'augmentation des gaz à effet de serre fait en sorte que cette énergie qui rentre ne peut pas s'échapper aussi bien, et l'énergie s'accumule, surtout dans les océans, mais aussi un peu dans l'atmosphère, dans la glace et sur la Terre. Voilà, donc ça, c'est connu depuis 100 ans comme effet. C'est absolument pas nouveau. Et c'est tellement connu, et c'est tellement certain, que le premier qui a fait des vrais calculs sur de combien allait augmenter la température sur la Terre, quand on double la concentration de CO2, c'était Syukuro Manabe, qui a eu le prix Nobel de physique en 2021 pour ses calculs. Tout ça pour vous dire que si vous avez aujourd'hui des gens qui vous disent le CO2 ne peut rien faire, c'est de la science incertaine, etc., vous savez qu'il y a eu un prix Nobel pour ça. D'accord? Un prix Nobel de physique, ça ne s'obtient pas pour quelque chose qui n'est pas certain. Quand on a un prix Nobel de physique pour quelque chose, c'est que le savoir, il est béton. D'accord? Donc, si quelqu'un vous dit que le CO2, ça ne change pas le climat, il prétend mieux savoir la physique que le prix Nobel de physique. Il est carrément gonflé. Alors, ce qu'on voit, par exemple, ici, c'est des courbes de température. Ici, sur l'axe horizontal, vous avez la température entre moins 80 et 30. Ici, vous avez l'axe vertical, donc l'altitude dans l'atmosphère. Avec l'altitude, la température diminue. Vous savez ça, si vous prenez l'avion, à un moment, le pilote vous dit on est à 10 km d'altitude, il fait moins 50. C'est ce que vous voyez là. Il fait très froid, très haut dans l'atmosphère. Et ensuite, au-dessus, il y a la stratosphère où la température augmente. Et l'effet de serre, il a ça de particulier, c'est que quand il augmente la température dans le bas de l'atmosphère, en fait, il diminue la température dans le haut de l'atmosphère. C'est très différent d'un changement climatique qu'on aurait si on avait, par exemple, une augmentation de l'activité solaire. Si on avait une augmentation de l'activité solaire, on aurait une augmentation de la température en bas et une augmentation de la température en haut. Ce qu'on voit dans le cas d'un doublement de CO2, on voit que la courbe rouge correspond au doublement de CO2. Cette courbe rouge, elle passe au-dessus de la courbe noire. La courbe noire, c'est la courbe de référence. Donc la courbe, dans le cas du climat présent, on va dire, non perturbé. La courbe rouge, c'est la courbe quand on a doublé la concentration de CO2. Et en fait, en haut de l'atmosphère, l'effet de serre, il fait que ça se refroidit dans le cas d'un doublement de CO2. Et ça, c'est une signature très claire de l'effet de serre. Et on la mesure. D'accord? On le voit, ce changement, augmentation de la température en bas, refroidissement en haut, ça se voit, ça se mesure. D'accord? C'est très clair que ce n'est pas le soleil, par exemple. Donc j'ai dit empreinte digitale. L'autre partie de ce prix Nobel, c'était Klaus Hasselmann pour les méthodes statistiques. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Les méthodes statistiques qui permettent d'attribuer le changement climatique aux causes humaines, pour déterminer est-ce que la responsabilité de l'homme dans l'affaire. Là, on voit deux courbes. On voit l'évolution naturelle de la température en fonction du temps sur les 100-200 dernières années. Et la courbe noire, c'est les observations. Et la courbe rouge, c'est ce qu'on permet de calculer en prenant en compte l'activité humaine. Voilà. Donc là aussi, c'est certain. Donc je vais dire 2-3 mots sur ce GIEC. Donc le groupe d'experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat,
IPCC en anglais. Ça a été fondé en 1988. C'est un groupe d'à peu près 1000 chercheurs qui se renouvellent régulièrement, qui fait régulièrement des rapports tous les 5-6 ans. Il y a des cycles de rapports. On finit actuellement le 6e cycle de rapport. Donc, je participe à celui-là. Il finira avec le rapport de synthèse qui sera publié au mois d'octobre et auquel je participe aussi. Donc c'est international. Il y a des gens de partout. En France, il y a à peu près une trentaine de chercheurs qui participent à ce rapport. Et il y a 3 volets. Un premier sur le climat lui-même, un deuxième sur l'adaptation, les impacts sur le changement climatique, et un troisième sur les mesures d'atténuation possibles. Donc le troisième a été publié il y a une semaine. En fait, cette semaine, lundi, je crois. Voilà. Il y a un prix Nobel aussi, mais celui de la paix, en 2007. Voilà. Donc, je vais rentrer maintenant dans ces messages clés. Donc, ce premier, je disais, c'est celui sur le changement climatique qui est généralisé, rapide et qui s'intensifie. Vous voyez là, la courbe des températures sur les 2000 dernières années, au niveau global, donc là c'est l'an 0, là c'est aujourd'hui. Vous voyez, il y avait un petit refroidissement naturel, et puis ici, sur cette période, depuis l'industrialisation, une augmentation très forte de la température. Enfin, c'est 1 degré au niveau global, c'est pas encore énorme, c'est 1 degré. Quand on regarde plus dans le détail, sur les 150 dernières années, on voit que cette augmentation est très forte depuis les années 70. Alors j'ai dit tout à l'heure que c'est là que le CO2 a vraiment commencé à être émis. Souvent on parle de la période comparée à la période pré-industrielle, on prend 1850 comme référence. Et en fait, on voit surtout cette augmentation très forte ici. On a pris quasiment 1 degré en fait depuis 1970. Et ce qu'on voit, c'est que chaque décennie, sur les 4 dernières décennies, chaque décennie suivante a été plus chaude que toutes les décennies d'avant. D'accord ? Donc on a cette augmentation régulière, en tout cas quand on parle en décennies. On ne parle pas que de température, donc je suis désolé, les figures sont en anglais, parce que les rapports sont écrits en anglais, mais on voit à peu près. Donc pour la glace, permafrost, la pH des sols diminue, les calottes de glace diminuent, la neige diminue, etc. Tout diminue. Pour les océans, les températures augmentent, l'acidification aussi. Le CO2 va dans l'océan, ça le rend plus acide. Il y a les températures dans l'air, elles augmentent, la circulation change. Et sur la Terre, on voit aussi énormément de changements qui vont dans le sens du réchauffement. Un peu dans le détail, c'est vraiment une rupture. La hausse du niveau des mers est la plus rapide depuis 3000 ans. Le réchauffement de la surface des mers est la plus rapide depuis 11 000 ans. Ça va très vite surtout. C'est ça qui est important. C'est global et ça va vite. L'acidification des océans, j'ai déjà mentionné. L'accumulation de chaleur dans l'océan, dans sa profondeur, est aussi sans précédent depuis 18 000 ans. Le recul général ici des glaciers est inédit depuis plus de 2000 ans. C'est vraiment partout sur le globe. Il n'y a quasiment aucun glacier qui augmente. Et la glace de mer Arctique, qui est la plus réduite en fin d'été depuis au moins 1000 ans. Donc, comme j'ai déjà mentionné, cette question de l'attribution du changement climatique aux activités humaines, c'est aussi une partie qui est aujourd'hui du savoir béton. On sait que ces changements de climat sont dus à l'activité. Évidemment avec des impacts sur les vagues de chaleur, les précipitations, les sécheresses, etc. Un peu plus en détail. Vous voyez ici des courbes, enfin des barres. Ici, vous avez le réchauffement observé. C'est 1 degré depuis la période 1850-1900, mais aussi presque 1 degré depuis 1970. Donc ça, c'est l'observation du réchauffement global qu'on a réalisé déjà aujourd'hui. Et là, vous avez 4 barres. Et en fait, on sait que l'influence humaine totale, ça explique la totalité de ce réchauffement observé. Par différentes méthodes pour lesquelles il y a eu, je vous rappelle, ce prix Nobel de physique cette année, notamment.
En fait, les gaz à effet de serre, ils expliquent plus que le 1 degré, que le 1,1 pour être plus exact. Ils expliquent 1,5 degré. Donc s'il n'y avait que, comme activité humaine, cette émission de gaz à effet de serre, on aurait déjà 1,5 degré de réchauffement. L'autre partie des émissions humaines, ce sont les particules de pollution qu'on appelle les aérosols. Les sulfates qu'on met aussi dans l'air, par exemple. Et ça, en fait, ça refroidit le climat un petit peu. Et en fait, c'est la somme totale de ça plus ça donne 1,1 degré. Par rapport à ça, les facteurs naturels, comme variation de l'activité solaire, qu'on connaît, ne font que dalle. D'accord ? On sait que depuis à la fin des années 70, l'activité solaire a diminué. Donc, si vous voulez expliquer 1 degré de réchauffement par une augmentation de l'activité solaire, je vous souhaite bon courage, parce qu'on sait qu'elle a diminué depuis les années 70. Ensuite, il y a un peu de bruit, de la variabilité interne qui peut faire varier la température de quelques dixièmes de degrés. Mais l'essentiel, c'est l'activité humaine. Donc ça se reprend ici. Il y a différents facteurs, donc c'est le même graphique que tout à l'heure, pour les différents facteurs qui changent dans le système climatique, dans l'océan, dans la glace, dans l'air et sur la Terre. Quand c'est rouge, on sait que l'activité humaine est le facteur principal de ce changement. Donc pour quasiment tous ces trucs, la diminution de l'étendue du permafrost, la glace de mer, les glaciers, etc., on sait que c'est dû à l'activité humaine. Il y a d'autres facteurs où on sait que l'activité humaine a contribué, mais on n'est pas encore hyper certain sur la responsabilité quasi totale de l'activité humaine. Donc, ça affecte, c'est global, je vous donnais des chiffres globaux tout à l'heure. Ça affecte évidemment toutes les régions de la Terre, de multiples façons, et ça va accentuer avec la poursuite des réchauffements. En fait, c'est surtout souvent une question des fréquences et de l'intensité des phénomènes extrêmes. Alors, quand on parle des phénomènes extrêmes, si vous avez une courbe de température, par exemple ici, et la probabilité d'avoir un événement extrême. Là, vous avez la courbe d'aujourd'hui, le climat d'aujourd'hui, et ça, c'est la courbe de température dans le climat futur. La distribution des fréquences de température, si vous regardez ici assez simple, parfois on fait cette température, parfois cette température plus extrême, à un moment donné. Donc, si vous changez le climat, un événement qui arrive une fois tous les 10 ans, une vague de chaleur qui arrive une fois tous les 10 ans, eh ben, c'est ce même événement une fois tous les 10 ans, ça devient plus chaud, ou vous regardez le même événement, il arrive plus fréquemment. Là, je me suis inversé, j'ai placé le truc, mais c'est pas grave. Donc, c'est le même événement qui devient plus fréquent, ou il devient plus chaud à la même fréquence. Donc, on a ça pour les sécheresses, on a ça pour les événements de précipitation fortes. Par exemple, si on réchauffe le climat global de 4 degrés par rapport à la période pré-industrielle, les événements de précipitation qu'on avait une fois tous les 10 ans, les événements de précipitation intenses, on les aurait à peu près une fois tous les 3 ans dans un climat qui est beaucoup plus chaud. Donc, les événements extrêmes de précipitation forte deviennent de plus en plus fréquents. Aussi pour les cyclones tropicaux, pour la neige et pour les événements de chaleur. Donc le message clé, c'est pour les événements extrêmes, c'est plus fréquent ou plus extrême. Alors là, ça c'est des courbes que mes collègues qui travaillent sur les impacts du changement climatique, des débats, qu'ils aiment bien montrer. C'est évidemment, vous n'arrivez pas à lire ce qu'il y a, mais c'est pas grave du tout. En fait, je n'ai pas l'intention de vous rentrer dans les détails ici. En fait, ce qu'il montre, c'est les risques en fonction de la température. Donc, sur l'axe vertical, vous avez le changement de température globale, jusqu'à 4-5 degrés ici. Et la couleur montre les risques pour les différents domaines. En fait, ce qu'on voit, c'est que les risques, il y en a plein, ils sont très divers,
ne dépendent pas que de la température, mais aussi de l'exposition des gens ou des écosystèmes à ce risque et de leur vulnérabilité. Le message clé principal, c'est que nous, on est riches, relativement, comparé à beaucoup d'autres pays. On a les moyens de se prémunir contre le changement climatique, on a les moyens de s'adapter. On est beaucoup moins vulnérable. Même si on subit le même changement climatique, ce n'est pas ici qu'il y a les plus gros problèmes. C'est dans les pays pauvres. Et les populations pauvres dans les pays riches. C'est toujours les plus pauvres que ça frappe le plus fort. Malheureusement. Donc il y a, juste pour vous montrer, il y a donc toutes ces barres où ils calculent le risque en fonction de la température. Elles sont très diverses parce que la nature des risques est très variable. En Europe, donc il varie d'une région à l'autre. En Europe, il y a 4 risques clés dont on peut parler. Le risque clé 1, c'est celui lié à la chaleur, les vagues de chaleur, des risques sur la santé, des risques sur les écosystèmes. Donc il y a différents risques qui augmentent évidemment avec la température. Donc c'est tout quantifié pour les écosystèmes terrestres, pour les écosystèmes marins, pour les effets sur les hommes lors des vagues de chaleur, etc. Donc tout ça c'est calculé et quantifié. Risque clé 2, c'est pour l'agriculture. Évidemment, à partir de 3 degrés de réchauffement, on commence à avoir des risques très élevés en Europe, des risques élevés en Europe pour l'agriculture. Risque clé 3, la ressource en eau, évidemment plus forte dans l'Europe du Sud. Je ne sais pas si vous arrivez à lire ça. Donc du Sud, la transition vers le risque élevé, c'est à partir de 1,5 degrés de réchauffement. Dans l'Europe du Nord et centrale, on va dire c'est chez nous, la transition arrive un peu plus tard. Et le risque clé 4 en Europe, c'est les inondations. Là aussi, différents types d'inondations, par les rivières, sur les côtes, etc. Et ça dépend de ce qu'on regarde. Voilà. Donc, l'autre message clé que je donnais au début, c'était il va falloir réduire les émissions de gaz à effet de serre immédiatement, rapidement et à grande échelle. Si on veut tenir les objectifs de 1,5 degré, et je rappelle que cet objectif de 1,5 degré, ce n'est pas forcément un objectif scientifique, c'est un objectif politique. C'est les politiques qui ont défini ça au niveau de l'accord de Paris. Un scientifique ne vous dira pas, si on dépasse 1,5 degré, on va tous mourir. D'accord ? C'est un message qui n'est pas scientifique et qui est faux. Pareil, ce message qu'on a lu beaucoup dans les médias, c'est qu'on a 3 ans pour arrêter. C'est un message qui a été donné par des journalistes qui n'ont rien compris au rapport scientifique. C'est normal, c'est difficile à comprendre ces rapports scientifiques, mais la communication a été là extrêmement difficile. Ce que les scientifiques voulaient dire, c'est que si on veut avoir une chance de rester dans cet objectif de 1,5 degré, il va falloir, on a besoin d'une réduction des émissions de gaz à effet de serre dès aujourd'hui en gros. Il y avait 3 ans, parce que dans les modèles, le climat, ça commençait en 2025. Mais ce n'est pas un message très scientifique. Ce qui est important, c'est que si on veut limiter le changement climatique, il faut y aller maintenant. C'est ça en fait. C'est pas, on ne va pas tous en mourir, surtout pas ici. Bien. Alors, comment on fait pour faire des projections climatiques? Je dis projection, je ne dis pas prévision, je ne dis pas prédiction, j'appelle ça des projections. Le problème pour un physicien comme moi, c'est que nous ne savons pas, nous n'avons pas de boule de cristal, nous ne savons pas comment les émissions vont évoluer dans le futur. Nous ne savons pas si vous allez venir à vélo au boulot ou si vous allez venir en 4x4. On ne sait pas si on va continuer à importer du gaz russe ou passer au nucléaire ou au solaire. On ne sait pas. Donc on est obligé de faire des scénarios d'émissions. On va dire, ok, si ça se passe bien, on va réduire les émissions de gaz à effet de serre très fortement. Ça, c'est la courbe bleue. Ça, c'est les émissions de CO2 en fonction du temps, à partir de 2015 jusqu'en 2100. On fait différents scénarios. Un scénario entre guillemets optimiste, on dit voilà, on va réduire les émissions globales, on va arriver à 0 émission en 2050, un autre scénario, 0 émission en 2070,
Un autre, on va réduire un petit peu, et puis un autre, on va commencer à rouler en 4x4. Tous ensemble, à partir d'aujourd'hui, on va continuer jusqu'en 2100. Voilà. On ne sait pas, en tant que physicien, de quoi l'avenir sera fait. Et là, c'est pour les autres gaz à effet de serre, donc les scénarios qui sont un peu similaires. Donc on utilise ces scénarios pour calculer quel va être l'impact sur le climat. Donc les mêmes couleurs, je rappelle ici, ces émissions, les différents scénarios, et les changements de température moyenne globale qui vont avec. Donc vous voyez que par exemple dans ce scénario vertueux, avec son joli petit nom SSP 1,1-1.9, super nom, donc celui, je rappelle, où les émissions vont être réduites à zéro, ou moins des émissions de CO2 vont être réduites à zéro en 2050, et bien dans ce scénario, on arrive à stabiliser la température moyenne globale à peu près 1,5 degré au cours du XXIe siècle. C'est la courbe ici, la température, donc là c'est la courbe de température observée, là c'est la température projetée, jusqu'en 2100, et là c'est en axe vertical, vous avez la température. C'est là un scénario bleu clair, là, donc on atteint les 1,5, ou qu'on se limite à 1,5 degré de réchauffement. Mais ce scénario, il veut dire réduction des émissions immédiate et extrêmement forte. Et dans le scénario que je disais, scénario 4.4, à partir d'aujourd'hui, évidemment, on arrive à des températures de presque 5 degrés en 2100. Donc tout dépend du scénario. Et pour l'instant, j'ai montré des températures moyennes globales. En fait, les structures de température pour les différents niveaux de réchauffement global se ressemblent. C'est toujours plus fort sur les continents que sur les océans. C'est toujours plus fort en Arctique qu'ailleurs dans le monde. Donc ça, c'est des structures spatiales du réchauffement, du changement climatique, qui sont connues depuis aussi 50 ans. On les observe aujourd'hui. D'accord ? Le changement de température qu'on a observé ressemble énormément à celui-là. Et c'était prédit depuis longtemps. Il y a des bonnes raisons physiques pour celui-là, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà. Il y a certains changements qui sont en cours sur lesquels il n'y aura pas de retour en arrière. Par exemple, les océans et les calottes de glace. Les océans et les calottes de glace, ils réagissent lentement. Ils sont épais. L'océan, il a 4000 mètres d'épaisseur. Une calotte de glace, comme sur l'Antarctique et sur le Groenland, c'est 3 km d'épaisseur de glace. Donc pour les faire réagir, il faut du temps. Ça ne change pas immédiatement. C'est pas comme la couche de neige qui est tombée il y a quelques jours, juste un peu au-dessus, je ne sais pas si j'ai neigé ici, mais cette couche de neige, elle est tombée, elle fondait immédiatement. Calotte de glace, il faut du temps pour le faire fondre, mais une fois que c'est parti pour longtemps, pour l'océan aussi. L'augmentation au niveau de la mer aussi, c'est une question de très long terme. Vous voyez ici les projections d'augmentation du niveau de la mer pour les différents scénarios. Je ne sais pas si vous le voyez à peu près. Vous voyez à peu près les couleurs. Pour les différents scénarios, donc ça c'est en mètres ici, vous avez 2 mètres ici, vous avez 0,5 mètres ici. Donc dans le scénario vertueux, on limite le réchauffement à l'augmentation du niveau de la mer en 2100 à moins de 50 cm. Ça va. Dans le scénario très fort, de forte émission, l'augmentation du niveau de la mer en 2100, ça va être de l'ordre de 1 mètre, un peu en dessous de 1 mètre. Mais en fait, c'est 2100 pour le niveau de la mer, ça ne veut rien dire. Parce que les calottes de glace fondent lentement. L'océan peut se réchauffer, il met du temps. Et quand l'océan se réchauffe, l'eau se dilate. Ça fait aussi augmenter le niveau de la mer. Question pour le niveau de la mer, c'est plutôt à très long terme. Donc là, c'est pour 2300. Donc même dans le scénario où on limite la température, le changement de température à 1,5 degré, celui, je le rappelle, où on imagine qu'on arrive à 0 émission en 2050. Je vais peut-être redire un mot là sur 0 émission en 2050. Ça veut dire une réduction des émissions de 3% par an, à peu près. Vous vous souvenez peut-être qu'il y avait une pandémie il n'y a pas longtemps, elle est toujours là. En 2020, il y avait une forte réduction des émissions de gaz à effet de serre. On est tous restés à la maison, on n'a pas roulé. Donc on a quasiment arrêté le pays. Les réductions d'émissions de CO2 en 2020
c'était 7%. En 2020, on émettait 7% de moins qu'en 2019. Il faudrait aujourd'hui, pour tenir ce scénario de zéro émission en 2050, une réduction de 3% par an, donc la moitié de ça, mais tous les ans jusqu'en 2050. Donc c'est costaud. Je ne suis pas sûr qu'on va y arriver. Je suis sûr qu'on ne va pas y arriver. Bref, donc dans ce scénario extrêmement vertueux, en 2300, on a des augmentations du niveau de la mer jusqu'à 3 mètres. Parce que ça prend du temps. Et dans le scénario extrêmement fort, on peut aller jusqu'à 7 mètres et même beaucoup plus loin, dans le cas où les calottes de glace deviennent instables plus vite qu'on ne le pense aujourd'hui, des probabilités faibles, mais qu'on ne peut pas complètement exclure. On pourrait arriver jusqu'à 15 mètres, éventuellement, en 2300, si vraiment tout se ligue contre nous et si on continue à les mettre extrêmement fort. Juste revenir une seconde sur quelque chose que j'ai oublié de dire. Aujourd'hui, nous sommes plutôt sur le scénario jaune. Les engagements des États actuels, la courbe des émissions, l'évolution de la courbe des émissions actuelles, c'est plutôt quelque chose qui ressemble à ce scénario jaune. Et ce scénario jaune, quand on regarde très vaguement, nous amène à peu près à 3 degrés, 2-3 degrés de réchauffement en 2100. C'est sur cette trajectoire actuelle. Voilà. Mais il y a des choses, donc je parlais des choses qui changent lentement. Là, je parle très rapidement des choses qui changent rapidement. Par exemple, la glace de mer Arctique. Si on limite le réchauffement climatique, on voit que la glace de mer Arctique, qui n'est pas épaisse de quelques mètres seulement, parce que c'est de la glace qui flotte sur l'océan, la glace de mer Arctique, elle se stabilise immédiatement. Il y a des effets, par exemple aussi les précipitations, la neige, etc. Si on limite le changement climatique, ces choses-là se limitent immédiatement. Voilà, dernier message clé. Pour limiter le réchauffement, il est nécessaire de réduire fortement, rapidement et durablement les émissions de CO2, méthane et d'autres gaz à effet de serre. Et ça a aussi des impacts, des conséquences sur la qualité de l'air. Il n'y a pas que le climat, évidemment, quelqu'un parmi vous en avait parlé, il y a évidemment aussi la pollution de l'air qui est une question primordiale. Je ne vais pas prendre ce document, ce slide-là, juste pour dire que le climat qu'on va connaître bientôt, ça dépend des décisions d'aujourd'hui. Vous avez vu les scénarios, vous avez vu les politiques, ça prend du temps à mettre en œuvre. Une chose intéressante, c'est pour visualiser un peu les impacts et l'amplitude du changement climatique, c'est quand on se pose la question de savoir, eh ben, si on continue sur notre trajectoire actuelle ou dans le climat futur, le climat de Grenoble, il correspondra à quoi aujourd'hui? Au climat de quelle ville d'aujourd'hui? Donc dans le scénario sur lequel on se trouve à peu près, ce qu'on appelle atténuation limitée, en 2090, le climat de Grenoble correspondra à ce qu'on a aujourd'hui quelque part en Croatie. C'est le scénario sur lequel on est, on peut se préparer, on vous regarder si ça vous plaît. Donc là, ça va être le climat de Grenoble en 2090. Dans ce scénario d'émissions modérées. Dans un scénario d'émissions très forte, en 2090, Grenoble, en quelque sorte, se trouvera dans le sud de la Turquie. Donc ça permet de visualiser un peu à quoi ça correspond. Encore une fois, les conséquences dramatiques du changement climatique, c'est pas ici. Nous, on a les moyens de s'adapter, on est moins vulnérables. C'est dans les pays pauvres que ça pose vraiment de problème. Voilà. Donc si vous voulez jouer, j'ai mis le site web là, c'est assez instructif. Merci. Alors, je ne sais pas combien de temps vous nous donnez, mais moi je suis volontiers, je prendrai vos questions, vos interventions, si vous en avez. Et j'imagine que vous nous arrêterez quand il faudra. S'il y en a qui veulent me poser des questions, des remarques. Très bien aussi. Il y aura des questions après.
de manière générale. Oui. L'impact. La question c'était quel est l'impact de l'industrie. Alors pour les émissions, en France, je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais le problème avec le CO2, de toute façon il y aura la réponse ici, mais le problème avec les émissions de gaz à effet de serre, c'est que c'est multiple. C'est dans l'industrie, c'est dans le bâtiment, c'est dans le transport, et chacun, l'industrie, bâtiment, transport, typiquement 20% ou 20-30% chacun, il me semble, Maud va dire des chiffres plus exacts que moi. Mais c'est pas le problème avec les émissions de gaz à effet de serre, c'est que c'est partout, dans toutes les activités, dans tous les secteurs de notre activité. L'agriculture aussi. Mais Maud, dire mieux comme ça. Bonjour à tous. Déjà moi, avant de commencer, je voulais juste vous dire que vous avez des petits papiers sur vos tables avec des QR codes, parce qu'en fait pendant la présentation il va y avoir un quiz, et si ça vous dit, vous pouvez participer au quiz sur votre téléphone. Donc vous vous connectez soit via l'adresse qui est sur le papier, soit avec juste vous prenez en photo le QR code. Et ça va rien vous demander, vous n'allez pas avoir à laisser votre adresse mail ou des informations comme ça. Vous allez juste arriver sur le quiz sur le téléphone, et une fois que vous êtes arrivé, vous faites rien, vous attendez, je vous dirai quand ce sera le moment de faire quelque chose. Donc je vais commencer par me présenter. Donc, moi je suis Maud Obels, je travaille pour l'Agence locale de l'énergie et du climat. Comme le disait Julie, on accompagne les particuliers sur tout ce qui est rénovation thermique, et on leur donne des conseils sur l'énergie. Et on accompagne aussi les collectivités, surtout les communes, pour tout ce qui est gestion de leur énergie et dans l'élaboration et la mise en œuvre de leur plan climat. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et donc là, on a pris un peu de champ avec tous ces chiffres au niveau de la planète. J'espère que ça ne vous a pas complètement tombé, mais voilà, c'est une réalité. Mais on fait des choses au quotidien, et notamment dans les communes. Et donc moi, je vais vous parler du plan climat-air-énergie métropolitain voilà, sur le territoire de la métropole. Je peux pas me servir de la zapette. Donc voilà, qu'est-ce que c'est qu'un plan climat ? Alors en fait, ce qu'il faut déjà dire, c'est qu'on est un territoire pionnier, puisque le premier plan climat qui a existé en France, c'était ici, en 2005. Donc ça fait depuis 2005 qu'on agit au quotidien sur le territoire de la métropole. Donc c'est important de le dire. Donc le plan climat, en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une feuille de route qui permet de, voilà, tout ce qu'on a dit sur les orientations, l'accord de Paris, tout ce qui est décidé au niveau international et national. En fait, le plan climat, c'est une manière de décliner ça au niveau local. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? En fait, on fait d'abord un diagnostic du territoire, on regarde là où c'est intéressant d'agir et comment on peut agir, et on fixe des objectifs. Dans ce plan climat, il y a aussi un programme d'action. Si ça vous amuse, vous pouvez aller sur le site de la métropole, il y a tous ces documents, mais bon, c'est épais comme ça, il y a une synthèse sur la table si vous voulez. Le but de ce plan climat, c'est que tout le monde, tous les acteurs du territoire, alors là on parle des collectivités et des communes, mais il n'y a pas que, le plan climat il s'adresse aussi aux industries, il s'adresse aussi aux habitants, il s'adresse à tout le monde. Le but c'est vraiment que tout le monde agisse dans la même direction. Et ensuite, on définit des modalités de suivi et d'évaluation. Et notamment, voilà, ce que je vais vous présenter, c'est aussi les résultats des périodes précédentes et de là où on en est. C'est des chiffres qui sont issus de l'Observatoire du plan climat qui existe sur le territoire métropolitain. Alors, le plan climat, cette nouvelle mouture qui donc fixe des objectifs c'est entre 2020 et 2026, mais les objectifs sont à horizon 2030.
Alors, quels sont ces objectifs? Donc, le premier objectif, c'est de diminuer les gaz à effet de serre, moins 50% par rapport à 2005. Le deuxième objectif, c'est de diminuer les consommations, moins 40%. Le troisième, c'est la qualité de l'air, donc cibler les recommandations de l'OMS. Le quatrième, avoir 30% d'énergie de renouvelable et de récupération dans la consommation finale. Et le dernier, mais pas le moindre, c'est l'objectif 5, s'adapter pour réduire les impacts du changement climatique, sachant que réellement dans le plan climat, là on a un objectif 5, mais en réalité il y a 5 axes qui correspondent à ces objectifs dans le plan climat. L'adaptation est le premier axe, parce que, comme le disait Gérard, on y est dans le réchauffement, donc maintenant il y a un important enjeu à s'adapter à ce réchauffement à venir. Concernant les communes, donc en 2015-2020, on a 21 communes qui étaient partenaires, qui représentent 85% de la population. Et là, donc dans cette nouvelle période, donc on est en train de faire s'engager les communes les unes après les autres, et c'est ce qui est en train de faire ça aujourd'hui en réfléchissant à son plan d'action. Donc il y a 17 communes qui sont déjà engagées, il y a une dizaine de communes qui sont en cours d'élaboration de leur plan d'action. Et l'objectif, évidemment, c'est d'avoir les 40. Donc, on y travaille. Alors, où est-ce qu'on en est sur le territoire? C'est là que vous entrez en jeu. Je vais vous poser des questions. Donc, à votre avis, sur la période 2005-2015, est-ce que tous ces objectifs de réduction des émissions d'énergie, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de consommation d'énergie, est-ce qu'on est en adéquation avec les objectifs qu'on avait fixés à 2020? Est-ce qu'on a atteint les objectifs dans la dernière période du plan climat, à votre avis? Donc si vous le souhaitez, vous pouvez vous mettre sur vos téléphones. Ah. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que ça marche? Si, ça a l'air de marcher. Dites-moi, hein, parce que là, je ne sais pas. Est-ce que vous voyez le quiz sur vos téléphones ou pas? Alors, si vous n'avez pas de réseau, forcément, ça marche pas. Si ça marche pas, on fera mal levé. Hein. Ça marche ou pas? Ouais? Ok. Parce que pour l'instant, il n'y a pas grand monde qui... Non, mais ça, c'est pas grave. Ah, ça y est, ça arrive. Pour la deuxième question, ça ira plus vite, puisque vous serez rodé. Ouais, mais on sait, les cultures, on n'a pas pu faire autrement. Bon, c'est bon, je clôt. Alors, il y a 45% des gens qui ont dit juste. Alors, quelle est la réponse? Normalement, sur vos téléphones, ça vous l'a dit, mais... Donc la réponse, c'est oui, on a atteint les objectifs, mais tout juste. On y était tout juste. Donc là, c'est les chiffres de 2019. Et avec les objectifs qu'on avait à 2020. Donc sur l'énergie, on a atteint nos objectifs 2014 et on va sans doute à peu près atteindre nos objectifs en 2020. Les gaz à effet de serre, on y est déjà. Parce que vous voyez, c'est la date 2014, qu'on a toujours un décalage forcément entre les chiffres qu'on a, le temps de traiter et d'avoir les résultats, et la date à laquelle on est. Sur les gaz à effet de serre, donc je vous disais, on est bon. Sur les particules fines,
on est quasiment bon aussi, et sur les NOx, on y est presque. Donc voilà, donc la réponse c'est oui, mais tout juste. Donc déjà, c'est enthousiasmant. Vous voyez, le plan climat, ça marche, on suit ses objectifs et on y arrive. La deuxième question, c'est les consommations d'énergie ont diminué de 17% entre 2005 et 2019. Et quel est le secteur qui a le plus contribué à ces diminutions? Est-ce que c'est le bâtiment? Est-ce que c'est le transport? Ou est-ce que c'est l'industrie? Ouais, non mais j'arrête. Juste. Je me retourne mes petits. Voilà. Donc. J'ai du mal à naviguer. Ah! Bon, écoutez, vous savez quoi? Je crois qu'on va faire ça. Donc, à votre avis, quel est le secteur qui a le plus qui contribue le plus? Ceux qui disent que c'est... Je vais remettre la question. Je ne vois pas l'intégralité de mon écran, donc ça me perturbe beaucoup. Voilà. Ceux qui disent que c'est le bâtiment, levez la main. Ouais. Ceux qui pensent que c'est le transport, levez la main. Et ceux qui pensent que c'est l'industrie, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont la bonne réponse. Hein. C'est largement et de très très loin l'industrie. En fait, ce que je vous disais juste avant, qu'on a à peu près atteint nos objectifs sur la précédente période, c'est quasi intégralement grâce à l'industrie. Mais c'est un peu biaisé parce que, en fait, sur l'observatoire du plan climat, on observe vraiment les émissions sur un territoire et pas les émissions importées. Et qu'est-ce qui se passe sur notre territoire? Eh ben, il y en a de moins en moins l'industrie. Donc du coup, en fait, on exporte nos émissions en quelque sorte. Mais il faut quand même aussi dire que le secteur industriel a fait un vrai effort et qu'ils ont changé pas mal leur process, et ils continuent à le faire. Et donc c'est aussi pour cette raison que l'industrie a largement contribué au résultat. Et comme vous le voyez, le transport a un petit peu contribué, mais par contre, le résidentiel et le tertiaire, dans les consommations d'énergie de ces secteurs, sont en augmentation. Donc n'ont pas du tout atteint les objectifs fixés. Ça, c'est sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc l'industrie, elle a comme objectif à 2030 d'être à moins 63% d'émissions. Elle est déjà à moins 20%. Et avant, c'était l'énergie. Là, c'est les gaz à effet de serre. Je ne sais pas si vous avez vu la différence. En fait, c'est juste que dans les consommations d'énergie, la transposition entre les gaz à effet de serre et la consommation d'énergie, c'est tout simplement que nous, par exemple, en France, on a une énergie largement décarbonée grâce, je ne sais pas, c'est vous qui voyez, au nucléaire. Donc voilà. Donc sur les émissions de gaz à effet de serre, on en est là, moins 33% de total, mais encore une fois, largement porté par l'industrie, avec quand même aussi pas mal de contributions du tertiaire. Oui, en fait, on est en train de changer quelque chose au niveau des objectifs du plan climat et de l'observatoire. C'est qu'en fait, c'est les élus métropolitains qui ont voulu qu'on réétudie les chiffres, tout simplement pour se mettre en accord avec les chiffres au niveau national et international. Donc là, tous les chiffres que je vous ai donnés, ils ont comme référence 2005. Mais en réalité, si on veut pouvoir comparer des choses comparables, il faut qu'on puisse se comparer à 1990. Donc là, vous voyez les évolutions depuis le référentiel de 1990.
Mais les chiffres, du coup, des objectifis du plan climat sont en cours de réétude pour qu'on puisse avoir des chiffres avec cette bonne référence, sachant que c'est pas évident. Déjà parce qu'en 1990, il n'y avait pas beaucoup de choses qui étaient informatisées, donc il faut aller fouiller dans les archives, etc. Et en plus parce que le périmètre de la métropole a changé. Donc ça, c'est pour vous montrer les efforts nécessaires de tous les secteurs. Donc l'industrie, elle a comme objectif de consommation d'énergie à moins 20%, mais le résidentiel aussi a un objectif de moins 19%, le tertiaire moins 17% et la mobilité moins 30%. Donc au total, l'objectif entre 2013 et 2030, c'est moins 22% de consommation d'énergie. Et pour atteindre les objectifs de moins 19% pour le résidentiel, à votre avis, les rénovations performantes de maisons, il faudrait les multiplier par 2, par 4 ou par 10. Je ne vais même pas essayer mon petite technologie là. Du coup, à votre avis, il faut les multiplier par... Qui dit par 2? Levez la main. Qui dit par 4? Je vois qu'il y en a qui sont un peu au courant quand même. Et qui dit par 10? J'ai un peu donné la réponse. Quand même, c'est pas par 10, parce qu'on a travaillé quand même jusque-là. Donc c'est par 4, ce qui est quand même déjà considérable. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça peut vouloir dire de multiplier par 4 les rénovations de maisons individuelles. Il faudrait qu'on soit à un rythme de 800 maisons par an. Donc c'est énorme. Il y a des enjeux de professionnels, il y a des enjeux de matériaux, il y a un tas d'enjeux, mais voilà, il y a un enjeu aussi que les gens soient mobilisés pour le faire. Sur les logements collectifs privés, c'est moins... la marche est moins haute, puisque c'est 2,5, il faudrait multiplier par 2,5. Et sur les logements sociaux, c'est bon, on est au bon rythme. Il faut qu'on continue comme ça. Alors, à votre avis, quelle est la part des énergies fossiles dans l'approvisionnement du territoire? 45%, 50%, 60%? Je vous laisse réfléchir 30 secondes. Qui dit 45%? C'est dur. Qui dit 50? Et qui dit 60? Il y en a qui se mouillent pas trop. En fait, c'est plus de 50%. Donc en 2018, c'était 55%, donc en baisse de 25% depuis 2013. On a largement diminué la consommation de gaz naturel, mais comme vous le voyez, c'est essentiellement grâce à l'industrie. Et l'électricité, c'est un tiers des consommations finales, donc ça ne bouge pas. Vous voyez qu'on a un gros enjeu d'augmenter les énergies renouvelables sur le territoire. Et qui dit énergie renouvelable dit oui, mais d'accord, mais laquelle? Alors, à votre avis, quelle est celle qui produit le plus en 2018 sur le territoire? Le bois, l'hydroélectricité, le solaire photovoltaïque ou l'énergie de récupération? Alors, l'énergie de récupération, c'est en fait l'énergie qu'on récupère par exemple en brûlant les déchets. Donc, et le territoire, c'est la métropole? Oui, c'est la métropole. Ouais, d'accord. Oui, là je parle vraiment, tous ces chiffres sont des chiffres pour la métropole. Donc, qui dit qu'en 2018, c'était le bois, à votre avis, la source la plus importante? Non, mais allez-y, hein. Regardez pas, c'est pour ça que vous voyez que je voulais faire sur le téléphone, c'est parce que tout le monde se regarde. Alors, donc le bois, je recommence. Non, personne? L'hydroélectricité. Le solaire. Et l'énergie de récupération. Vous êtes pas mal. C'est effectivement l'hydroélectricité qui était le plus gros fournisseur d'énergie renouvelable sur le territoire en 2018, à 39%, 30% pour le bois et 25% pour l'énergie de récupération. Les autres énergies sont à elles seules le petit bout de camembert là.
Donc c'est bien l'hydroélectricité qui était en 2018 le plus gros producteur. Mais on n'a pas beaucoup de marge sur l'hydroélectricité. On est un peu déjà au maximum et en plus, le réchauffement climatique ne nous aide pas. Donc on va avoir du mal à augmenter notre part. Or, on a des objectifs, comme je vous le disais tout à l'heure, à 30%. Donc là, vous voyez la courbe d'augmentation de la part dans la consommation, de la part d'énergie renouvelable et de récupération. Donc on était à 20% en 2019, c'est bien, mais c'est un peu... Là, si on continue comme ça, on n'atteindra pas nos objectifs de 30% en 2030. Donc il y a un enjeu à augmenter considérablement la production. Et en fait, donc je pensais que je l'avais mis. Donc, quelle est l'énergie qui a le plus de potentiel sur notre territoire, plus de potentiel d'augmentation? Et ben, en fait, c'est le bois. Donc, sur l'énergie renouvelable, sur l'hydroélectricité, comme je vous le disais, on est un peu limité. Sur le bois, il y a un fort potentiel. Bon, il y a évidemment un fort potentiel aussi sur le photovoltaïque, mais le bois est sur notre territoire particulièrement, étant donné nos ressources locales, le bois est un vrai enjeu. Ensuite, on va parler polluants de l'atmosphère, parce qu'en fait, donc, le plan climat, c'est pas que le plan climat, c'est le plan climat air énergie. Et sur nos territoires, on a un gros enjeu sur l'air, vous le savez, hein, évidemment. Et donc, on a des chiffres forts en termes d'objectifs. Et par exemple, donc, on a comme objectif moins 60% de dioxyde d'azote. Non, pardon, on est à moins 60%, on a comme objectif moins 72% en 2030, c'est considérable. On a comme objectif moins 60 et on est à moins 30% pour les particules fines PM10. Et on est à moins 28% en particules PM2.5. Et là, je suis sûre qu'il y a une question qui vous vient, mais pourquoi il n'y a pas d'objectif pour les particules 2.5? En fait, tout simplement parce qu'au moment où le plan climat a été écrit, on n'était pas suffisamment capable de mesurer ces particules pour pouvoir fixer des objectifs. Donc là, maintenant, on va pouvoir le faire. C'est des particules fines, donc comme les PM10, sauf qu'elles sont plus petites. Donc, voilà. Et le dioxyde d'azote, c'est quoi? C'est du NO2. Enfin, on va en revenir après. Si la question c'est d'où ça vient, on va en parler, justement. Quelle transition magnifique. Donc, deux questions cette fois. À votre avis, quel est le principal émetteur du dioxyde d'azote? Est-ce que c'est l'industrie, le trafic routier ou le chauffage au bois? Qui dit l'industrie? Qui dit le trafic routier? Qui dit le chauffage au bois? Ok. Et sur les particules fines, industrie? Trafic routier? Chauffage au bois? Alors, sur le dioxyde d'azote, la réponse est donc, c'est principalement les transports, avec une forte contribution aussi de l'industrie. Bon, après, je ne sais pas si je vais sur les détails, mais en fait, on dépasse les seuils réglementaires uniquement en proximité du trafic. Sur le reste du territoire, on est en dessous de la valeur limite. Les particules fines PM10, en fait, le principal émetteur, c'est le résidentiel. Donc, le chauffage au bois. 57% des émissions. C'est énorme. Donc, voilà. On ne dépasse pas les seuils réglementaires, mais on dépasse largement les seuils de l'OMS. Que quand on dit seuil réglementaire, c'est national, mais on n'a pas les mêmes seuils au niveau de l'OMS et au niveau national. Et on a des seuils moins rigoureux au niveau national qu'au niveau de l'OMS. Vous avez vu que les objectifs du plan climat, c'était de respecter les chiffres de l'OMS. Donc on en est loin, puisque pour l'instant, il y a 62% de la population de la métropole qui est exposée à des chiffres supérieurs pour ce qui est des PM10. Et les PM2.5, et là, c'est aussi le résidentiel qui est évidemment le principal émetteur. Et là, c'est la totalité de la population qui est soumise à des seuils supérieurs à ce que recommanderait l'OMS. Donc voilà, on voit comment ça.
Dernier message que je voulais vous faire passer sur le territoire. Alors certes, on ne va pas tous mourir sur notre territoire, on sera sans doute moins soumis à tout ce qui est problème d'alimentation, de ressources en eau, etc. Mais il y a quand même un gros enjeu sur les territoires. Ce qu'il faut savoir, c'est que on est un territoire qui subit particulièrement le réchauffement climatique sur la métropole, parce que c'est un territoire de montagne et voilà, on est soumis à des chiffres plus importants que sur le reste du pays. Donc on est déjà en Auvergne-Rhône-Alpes à plus 2,3 degrés en moyenne. On a déjà 17 journées estivales de plus. Alors ouais, mais non, très bien. Qu'il y a 60 ans. On a déjà 16 jours de gel annuel en moins et 31% de neige en moins. Donc c'est pas rien. Donc ça, c'est là où on est aujourd'hui. Donc il y a aussi un enjeu à s'adapter. Ce que je vous disais, c'est l'axe 1 du plan climat actuellement. S'adapter, ça veut dire quoi? Ça veut dire préserver notre santé et notre bien-être. Donc, notamment, rafraîchir le territoire, rajouter de l'eau, rajouter de la végétation, on va en parler après, lutter contre les espèces envahissantes, etc. Avoir des bâtiments bioclimatiques, désimperméabilisés pour éviter les îlots de chaleur, et puis anticiper les risques, les inondations, les chutes de blocs, etc. Et sauvegarder les ressources qu'on a actuellement, pour tout ce qui est agriculture, mais aussi pour notamment la biodiversité qui vit sur notre territoire. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Aucune question. Une question par rapport à la part du transport, pas de la part du transport, on parle très local, mais qu'en est-il du transport en cargo et paquebot et... Donc oui, on parlait de la part du local, Ouais. qu'en est-il des transports en cargo et paquebot, parce qu'on lit des choses un peu différentes suivant les études, En et fait, de l'impact qu'on peut avoir, y compris sur notre territoire. alors en fait, donc l'observatoire, il n'observe pas, ce que je disais, les émissions importées. Donc je ne peux pas vous répondre, ce serait quasiment impossible de mesurer l'impact de ce qu'on importe à l'échelle métropolitaine. Après, voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Après, évidemment, les transports en cargo, etc., ça se traduit dans la consommation que vous avez au quotidien, ce que vous achetez, les produits que vous achetez, les vêtements, les meubles, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que la consommation, dans la part de l'empreinte carbone d'un Français, est pratiquement équivalente à l'impact de l'alimentation, l'impact du logement et l'impact du transport. Donc on en parle peu, mais en fait, les changements de comportement qui seraient souhaitables au niveau individuel, mais on est d'accord qu'il n'y a pas que le niveau individuel, c'est aussi au niveau de la consommation. Donc c'est considérable. C'est à peu près un quart en fait. À peu près un quart de notre empreinte carbone en tant que Français. Alors il n'y a pas que le transport là-dedans, hein, il y a aussi tout ce qui est la production, mais il y a aussi le transport. Une autre question. Juste pour faire le lien avec ça, moi je voulais juste préciser, parce que peut-être que certains ne savent pas, mais c'est la raison pour laquelle on avait changé le cahier des charges au niveau de la restauration collective et que maintenant on a un prestataire qui est local et qui s'approvisionne dans un rayon de 60 km. Donc ce qui fait qu'on a largement réduit en fait nos émissions indirectes concernant le transport des marchandises qui alimentent les restaurants scolaires de la ville. Je pense que c'est important pour justement, c'est l'idée de favoriser le local, outre pour maintenir l'agriculture locale, mais aussi pour diminuer les émissions de transport. En fait, là, moi, ce que je vous ai présenté, c'est tout ce qui est mesurable. Parce que l'observatoire, il ne peut mesurer que ce qui est mesurable. Mais il y a énormément d'actions dans le plan climat, et on va en parler après, qui sont des actions qu'on ne peut pas vraiment mesurer. Et par exemple, encourager un mode d'alimentation différent, c'est très compliqué à mesurer. Alors, on sait par exemple l'impact d'une alimentation carnée sur l'empreinte carbone d'un Français, mais on ne peut pas mesurer combien il y a de personnes sur le territoire qui ont diminué leur consommation de viande et du coup l'impact que ça a sur les chiffres
Et de la même manière, s'alimenter localement, c'est très difficile de mesurer l'impact sur les chiffres. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas important, au contraire. Je vais passer la parole. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous. Je vais me présenter très rapidement et puis je vais dérouler ma présentation. Je m'appelle Frédéric Gourbe, je travaille dans une association qui s'appelle Janssen, qui travaille sur la valorisation et surtout la connaissance et la préservation de la flore sauvage. Donc, vous pouvez peut-être éventuellement vous poser la question, mais qu'est-ce qui va bien pouvoir vous présenter? Donc moi, je vais vous présenter des actions concrètes. C'est important de planter local pour ne pas se planter tout court. Aujourd'hui, les maîtres d'ouvrage et les gestionnaires d'espace souhaitent agir en faveur de la biodiversité et utiliser des plantes sauvages pour leur aménagement. Cependant, ces végétaux ne pourront remplir leurs fonctions écologiques que s'ils possèdent les gènes adaptés aux conditions locales. Tiens, l'Aquilée millefeuille par exemple. C'est une plante qui pousse naturellement en France. Et pourtant, celle que l'on trouve sur le marché est produite en Nouvelle-Zélande. C'est la même espèce, donc c'est pareil, pensez-vous? Oui, mais non. Avec des adaptations génétiques, une période de floraison, des maladies, des parasites et des résistances totalement différentes de l'espèce locale, bye bye la biodiversité. Et oui, car la flore et la faune locale communiquent. Une plante ne fleurit pas n'importe quand, elle a rencard avec son pollinisateur. Son pollinisateur local, évidemment. Pourquoi ? Parce qu'une plante néo-zélandaise n'a pas du tout les mêmes horaires et risque de fleurir au mauvais moment. 15 jours de retard, c'est la famine assurée pour nos pollinisateurs. C'est ballot. D'autant que les plantes non locales ne sont pas habituées à nos conditions climatiques. Un mauvais hiver et elles ne peuvent plus servir d'abri aux insectes. Et c'est tout le monde dehors. Oh, me direz-vous, moi le miel, vous savez, je peux m'en passer. Le miel peut-être, mais il faudra aussi vous passer du reste. Car sans les abeilles, mieux vaut aimer le désert. Après tout, on peut y planter aussi dans le désert, mais bon. Mais alors, comment faire pour être sûr d'utiliser des plantes sauvages collectées dans votre région? Eh bien, pour cela, une marque a été créée, Végétal Local. Ça va de soi, non? Elle est portée par l'Agence française pour la biodiversité. Avec Végétal Local, les semences de base sont prélevées dans le milieu naturel du territoire, ce qui veut dire que la production est garantie d'origine locale. Et l'origine locale, c'est une question de territoire, de terroir, de conditions écologiques et climatiques, indépendantes de nos belles régions administratives. Grâce à Végétal Local, les végétaux conservent un maximum de leur diversité génétique indispensable à leur bonne adaptation à court et moyen terme. Et concrètement, comment ça se passe? Venez voir. Voici Flore, pépiniériste ayant adhéré à la marque Végétal Local. Flore a récolté des graines ou des boutures dans votre région. Elle a élevé des plants sans les sélectionner. Cela permet de conserver leur diversité génétique. Elle les implante dans votre jardin ou sur votre chantier. Et comme les plants sont locaux, forcément...
Voilà, je pense que ça a apporté des informations à chacun. Merci beaucoup. Juste pour vous préciser que on était déjà engagé en fait au niveau de la commune de Cessin dans le premier plan climat et qu'en fait on a choisi de vous impliquer et de co-construire en fait avec les agents et avec les habitants et de pas faire une information descendante en choisissant les actions qu'on aurait voulu faire et de vous les imposer, on va dire. On est plutôt dans un mode de dialogue avec nos agents et avec nos habitants et de concertation. Et donc c'est pour ça que forcément ça met un petit peu plus de temps parce qu'il y a un vrai travail à faire avec tout le monde pour que chacun s'implique.